say it. Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il y a 15 jours, nous avons commencé une nouvelle saison des Chroniques de Motor City. Je suis toujours Winston et je continue à vous raconter l'histoire de cette franchise que j'aime depuis presque 20 ans maintenant. Et dans la dernière chronique, la 50e de notre podcast quand même, on parlait de Sainte Cecilia, qui était la mecque du basket à Détroit, pour un épisode, on va dire, un peu éloigné cette fois-ci des Pistons, mais je vous avais promis de revenir à du traditionnel, et même plus spécifiquement aux Bad Boys pour vous faire plaisir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un moment incontournable de l'histoire des Bad Boys, en se focalisant sur le match 6 des finales NBA 1988, un match... Allez, je me lance, qui aurait dû offrir aux Pistons leur premier titre. Mais ce jour-là, malgré un exploit XXL du leader des Pistons, Isaiah Thomas, dont on va évidemment beaucoup parler aujourd'hui, eh bien, les Bad Boys ont été complètement privés de ce titre qu'ils méritaient. Privés non pas par leurs adversaires les Lakers, mais par les arbitres, qui ont sifflé une faute qui n'existait pas à Bill Laimbeer. Depuis ce jour, cette faute fantôme, c'est un sujet récurrent parmi les fans des Pistons, anciens comme nouveaux d'ailleurs, et c'est sans doute le plus grand regret de cette équipe des Bad Boys. Parce que la grande injustice, c'est que cette faute qui prive Détroit d'un titre mérité, elle vient juste après un récital qui avait été offert par Isaiah Thomas, qui avait signé un match d'anthologie dans des conditions terribles. Mais bon, je vous dis pas tout maintenant, même si vous le savez quand même, je me garde le plus gros de l'histoire pour le podcast. Alors bien sûr, si ce match 6 constituera le cœur de notre épisode, je vais quand même prendre le temps de revenir rapidement sur le déroulé de toutes ces finales 1988, les premières des Pistons à Détroit, des finales en plus de prestige contre les Lakers du Showtime, ceux de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou Pat Riley, qui étaient en plus de ça les champions en titre. Mais les Pistons, qui avaient déjà battu les Celtics de Bird, on en a déjà parlé dans les chroniques, ne venaient pas quand même en victime et comptaient regarder les Lakers droit dans les yeux et devenir champions à leur tour, ce qu'ils ont failli faire à un coup de sifflet près. Donc, on se lance dans une chronique de Motor City qui va raviver forcément un souvenir un peu désagréable, mais les finales 88, c'était un sujet dont nous devions absolument parler dans ce podcast. Allez, c'est parti. La saison 87-88, c'est vraiment la saison de confirmation pour les Pistons de Chuck Daly, celle où ils sont vraiment devenus les Bad Boys. Pour rappel, la fin de la saison précédente avait été complètement catastrophique, avec une défaite au Game 7 en finale de conférence contre les ennemis des Celtics, suivie, on en a déjà parlé, d'une énorme polémique quand Dennis Rodman, mais surtout Isaiah Thomas, avait suggéré que Larry Bird avait du succès parce qu'il était blanc. Alors, même si l'affaire était retombée pendant l'été, notamment parce que Larry Bird en personne avait minimisé le truc et s'était montré très ouvert aux excuses d'Isaiah Thomas, eh bien malheureusement, le regard de la NBA sur tous les Pistons avait changé. Jusque-là, tout le monde savait que Bill Laimbeer c'était un vrai méchant, que Rick Mahorn n'était pas beaucoup plus gentil, mais Isaiah Thomas et son sourire légendaire aidaient à équilibrer la balance. Mais avec cette affaire de racisme, voilà que l'opinion générale commence à détester cette équipe, même si elle n'est pas tout à fait officiellement celle des Bad Boys. Mais ça va plus tarder, notamment à cause de l'émergence de Michael Jordan. C'est un secret pour personne, évidemment, Jordan et les Pistons se détestent, et en janvier 88, lors d'un match entre les deux équipes à Chicago, il y a un gros accrochage entre Mahorn et Jordan qui est ceinturé complètement par le joueur des Pistons qui l'empêche d'aller au panier. L'accrochage, ça finit en baston général avec Charles Oakley qui s'en mêle, puis le banc des deux équipes avec Doug Collins, le coach des Bulls, qui est balancé à terre 2 fois quand même par Rick Mahorn. Et comme les Pistons sont déjà dans le collimateur de la NBA, la Ligue, par l'intermédiaire de son vice-président Rod Thorne, suspend Mahorn et seulement lui.
Les Pistons crient à l'injustice, surtout que Rod Thorne est l'ancien GM et l'ancien entraîneur des Bulls, et en bon leader de cette équipe, Isaiah Thomas défend son groupe et assume son équipe ne changera pas. S'ils veulent qu'on soit une équipe comme les Raiders, alors nous allons devenir une équipe très très agressive et montrer aux gens que c'est comme ça que nous jouons. Alors, si Isaiah Thomas parle des Raiders, c'est en rapport avec les Los Angeles Raiders, qui sont devenus entre la fin des années 70 et les années 80, une équipe qui compte en NFL, en football américain, en détruisant physiquement leurs adversaires et en assumant d'être une équipe de méchants. À ce moment-là, quand Isaiah Thomas dit à tout le monde que les Pistons pourraient être les Raiders de la NBA, eh bien, il pose en fait l'une des premières pierres des Bad Boys en NBA. Et effectivement, en devenant plus dur, impitoyable, avec la volonté de tout détruire sur leur passage, ces Pistons 1988 bouclent la saison avec 54 victoires, finissant deuxième à l'Est, et continuent sur leur lancée en réussissant des playoffs extraordinaires. Victoire 3-2 contre les Bullets au premier tour, un massacre 4-1 contre les Bulls justement au deuxième tour, et surtout la fin de la malédiction en battant enfin les Celtics 4-2 en finale de conférence. Les Pistons sont enfin cette année-là en finale NBA, et pour leur première finale, autant dire qu'en face, c'est du solide. Parce que les adversaires des Pistons, eh bien, ce sont les Lakers, champions en titre, qui veulent être la première équipe depuis les Celtics de 1969 à réaliser le back-to-back. D'ailleurs, Pat Riley, en ouverture de la saison, avait promis à ses supporters de ramener à nouveau le titre au Staples Center. LA a fait une énorme saison en gagnant 62 matchs, même si les playoffs ont été plus compliqués pour eux, avec 2 victoires au match 7 contre le Jazz en demi et contre les Mavs en finale de conférence. Donc autant dire que cette finale NBA est très intéressante, même si pour la NBA, un duel Lakers-Celtics ça aurait été une meilleure affiche. Mais tant pis pour eux, c'est les Pistons qui sont là cette fois-ci. Donc on va très vite aller sur notre match 6, mais avant, un rapide mot sur les premiers matchs de cette série. La série se joue en 2-3-2, donc 2 matchs au Forum d'Inglewood à Los Angeles, 3 matchs de suite au Pontiac Silverdome de Détroit, puis retour à LA pour les 2 derniers matchs si besoin. Et d'entrée, les Pistons reprennent l'avantage du terrain. Pour ce match 1, ils profitent justement de leur fraîcheur physique pour étouffer les Lakers. C'est en première mi-temps que tout se joue, quand les Pistons prennent une avance de 17 points qu'ils n'ont jamais lâché. Adrien Dantley, dont on ne parle pas assez, même ici, a quand même fini meilleur marqueur du match avec 34 points, quand Isaiah Thomas l'a joué, on va dire, un peu à la Magic avec 12 passes décisives. Donc, pour le match 2, les Lakers sont sous pression, mais bon, évidemment, ils ne sont pas champions pour rien, et ils égalisent immédiatement dans un match bien maîtrisé par James Worthy, Byron Scott, mais aussi, évidemment, Magic Johnson, qui place quand même 23 points, 7 rebonds, 11 assists, alors qu'il est un peu souffrant à cause d'une grippe. Donc, tout ce petit monde se déplace à Détroit pour le match 3 au Pontiac Silverdome. Et là, c'est les Pistons qui perdent l'avantage du terrain, eux aussi, dès leur début à domicile. C'est le match le plus défensif de la série, un match que les Lakers gagnent 99-86. En fait, tout s'est joué dans le troisième quart-temps, que Los Angeles a gagné 31-18 alors que c'était très serré à la mi-temps. 2-1 pour les Lakers donc, et pourtant, c'est là que les Pistons vont enfin se lâcher. Même si on n'est pas très loin des Bad Boys, les Pistons sont encore une équipe qui aime jouer vite de temps en temps. C'est déjà une des meilleures défenses de la NBA évidemment, mais des fois, l'attaque arrive à se lâcher, comme lors de ce match 4. Détroit égalise à 2-2 en battant les Lakers 111-86. 25 points d'écart contre le champion en titre après une première défaite à la maison, autant dire que c'est quand même du très solide. Dans ce match, on a 5 joueurs des Pistons qui passent la barre des 10 points avec un Isaiah Thomas en mode distributeur, pour une fois pas loin du triple-double avec 10 points, 9 rebonds et 12 assists. Mais surtout, les Pistons ont aussi trouvé la bonne formule en impliquant Magic en défense et en lui faisant faire pas mal de fautes pour limiter ses minutes. Et le match 5 va confirmer ça. Ce match 5, il est spécial puisqu'il s'agira du dernier match joué au Pontiac Silverdome de Détroit. Peu importe l'issue de ce match, les suivants de toute façon se joueront à Los Angeles et les Pistons déménageront dans le Palace de Burn Hills dès la saison suivante. C'est donc un adieu au Silverdome et clairement, les 42 000 spectateurs présents ce soir-là vont en avoir pour leur argent. Si les Lakers démarrent très fort avec un 12-0 et avec tout le monde en forme, Magic qui en a fini avec la grippe, Kareem Jabbar même à 40 ans qui se balade comme dans ses meilleures années, heureusement pour Détroit, les Lakers en feu, ça ne va pas durer longtemps, même pas un quart-temps, et Détroit reprend la main ensuite. Vinnie Johnson en première mi-temps, puis Isaiah Thomas en deuxième, font le job pour maîtriser les Lakers et les Pistons s'offrent une victoire 104-94 et font plaisir aux spectateurs du Pontiac. Dans les dernières minutes du match, les spectateurs deviennent complètement fous, de plus en plus bruyants et les joueurs en ont bien profité, comme le disait après le match Bill Laimbeer.
J'ai dit à Joe Dumars, quand il ne restait qu'une minute à jouer, de regarder autour de lui et d'en profiter, parce qu'il ne verrait plus jamais ça. 41 000 personnes debout qui agitent des serviettes, c'était génial. 3-2 pour les Pistons, qui ont vraiment pris le momentum de cette finale, et voilà qu'on arrive enfin à notre match 6, ce fameux match qui fera perdre aux Pistons ce titre qu'ils avaient presque gagné, ce match signature d'Isaiah Thomas malgré la défaite, ce match où une faute fantôme sera sifflée contre Bill Laimbeer. Isaiah Thomas is hurt down on the court underneath the basket. I couldn't tell what happened. And this is a tough one. Holding his right ankle, Billy. Mike Abdenauer, the trainer, is with him, and the Pistons are going to have to call a timeout because Isaiah started to get up. He got up and then went down on the floor. That Isaiah's coming back in the ball game. It's been the Isaiah Thomas show, plus an injury to Thomas here in the third. Nous sommes donc le 19 juin 1988 pour le 5e match de ces finales NBA 88 entre les Pistons et les Lakers. On est de retour pour les 2 derniers matchs au Forum d'Inglewood, mais c'est bien Détroit qui mène 3-2. Alors bien sûr, rien n'est fait puisque Los Angeles a quand même toujours l'avantage du terrain, mais quand même, l'outsider Pistons n'est plus qu'à un match de sortir le champion et de prendre sa place. Alors ce match 6 est plutôt serré, mais ce sont les Lakers qui ont la main. 53-26 à la mi-temps, puis rapidement 56-48, donc 8 points d'avance. Et c'est à ce moment-là qu'Isaiah Thomas prend feu. D'abord 2 lancers après une faute de Kareem Abdul-Jabbar, puis un panier proche du cercle après avoir pris son propre rebond offensif. Un jump shot en tête de raquette, un deuxième un peu plus proche et un troisième à peu près à la même distance. Et pour terminer, un shoot qui rentre avec la planche et un lay-up en contre-attaque sur une passe de Joe Dumars. Si vous avez bien compté, Isaiah Thomas vient de marquer 14 points consécutifs pour les Pistons. Détroit se rapproche, mais là c'est le drame. Après avoir pris un rebond défensif, Isaiah Thomas remonte le terrain et fait une passe facile pour Joe Dumars qui marque un lay-up. Mais malheureusement, sur la fin de la course, Isaiah Thomas rencontre le pied de Michael Cooper et se tord la cheville droite. Il tombe hors du terrain tout seul alors que les Lakers sont déjà repartis de l'autre côté pour jouer le 4 contre 5 en contre-attaque. Isaiah Thomas essaie de se relever pour retrouver ses potes, mais c'est impossible. Il ne peut absolument pas mettre de poids sur son pied. Les images sont terribles. Isaiah Thomas se tord de douleur au sol et finit par tomber. C'est Mike Abdennour, le légendaire préparateur physique des Pistons, qui vient à son secours. Les Pistons demandent un temps mort pour arrêter le jeu, bien sûr, le temps de savoir quoi faire avec Isaiah. Et la réponse, on l'a 35 secondes plus tard, seulement, à la fin du temps mort, quand Isaiah Thomas retourne sur le parquet. Alors sur le coup, le retour d'Isaiah Thomas alors qu'il est vraiment et clairement blessé, ça fait un peu penser à Willis Reed qui avait joué le match 7 des finales 1970 pour les Knicks en étant blessé uniquement dans le but de motiver ses coéquipiers, même si lui il avait été assez transparent sur le match. Mais le retour d'Isaiah Thomas, ça va être beaucoup plus que ça. En fait, même s'il est blessé, le leader des Pistons n'a pas fini son show. Et même s'il boitille énormément et qu'il ne prend même plus impulsion sur son pied droit, Isaiah Thomas ne s'arrête pas et marque encore 11 points sur les 15 des Pistons dans cette fin de quart-temps. En fait, après chaque tir, Isaiah Thomas se réceptionne sur une jambe, ce qui l'envoie plusieurs fois dans le public ou dans les photographes au risque d'aggraver sa blessure. Mais en fait, dans ce match-là, à ce moment-là précis, sans lui, les Pistons n'avaient sans doute aucune chance et c'est bien lui qui maintient son équipe en vie. Grâce à lui, grâce à Isaiah Thomas, grâce à ses sacrifices, les Pistons qui avaient 8 points de retard sont maintenant en tête à la fin du 3e quart-temps, 81-79. Isaiah Thomas a marqué 14 points avant la blessure et 11 après, ce qui nous fait un total de 25 points dans le seul 3e quart-temps de ce match de finale NBA. 25 points donc dans un seul quart-temps en finale NBA, c'est tout simplement un record qui tient aujourd'hui encore, tout comme ses 11 paniers marqués, tout en sachant que la moitié de ces points, Isaiah Thomas les a mis avec une cheville en vrac. Au total, Isaiah Thomas finira la rencontre avec 43 points, puisqu'il marquera encore 3 paniers dans le dernier quart-temps, auquel il faut ajouter 8 passes décisives et 6 interceptions. Magic Johnson, l'ami d'Isaiah Thomas dans le camp d'en face, dira après la rencontre toute l'admiration qu'il a eue pour le joueur de Détroit à ce moment-là. Il a joué le plus grand match auquel je ne l'ai jamais vu participer. Alors, on reparlera de la blessure d'Isaiah Thomas et des conséquences pour la suite juste après, mais maintenant qu'on a parlé de ce match signature d'Isaiah Thomas, parlons de la suite de la faute fantôme. Parce que oui,
la perf d'Isaiah Thomas, qui est et qui restera un classique, qui est célébré chaque année pendant les finales NBA, eh bien, elle aurait pu avoir tellement plus d'importance si les Pistons avaient gagné le titre sur ça. Mais malheureusement, ce match, les Pistons l'ont perdu, et comme je vous l'ai dit en intro, l'ont perdu à cause des arbitres. Donc on revient au dernier quart-temps avec Los Angeles et Détroit qui sont à coude, et aucune des deux équipes n'arrive vraiment à se décrocher. À 1 minute 30 de la fin, Isaiah Thomas marque 2 lancers pour donner un tout petit point d'avance aux Pistons, 199. Puis, grâce à un contre de Dennis Rodman sur James Worthy, Détroit récupère la balle et Joe Dumars marque lui aussi ses 2 lancers. 102-99, moins d'1 minute à jouer, ça sent quand même bon pour Détroit. Mais après le temps mort, c'est Byron Scott qui passe Isaiah Thomas en défense pour revenir à -1. Il reste 45 secondes à jouer, les Pistons gardent la balle le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'Isaiah Thomas trouve une bonne position pour shooter, mais malheureusement c'est trop court. 27 secondes à jouer, dernière possession pour les Lakers qui peuvent passer devant et arracher un game 7 s'ils marquent. Sinon, pas de back-to-back pour eux, c'est le titre pour les Pistons. Balle à Magic Johnson le long de la ligne de touche évidemment, à gauche, défendu par Dennis Rodman. James Worthy se démarque pour faire un écran pour Magic, ce qui oblige Rodman et John Salley à switcher. Magic Johnson s'appuie alors sur Byron Scott à droite, qui a la place de donner la balle à Kareem Abdul-Jabbar au poste, à droite du panier, avec Bill Laimbeer en défense sur lui. Évidemment, Kareem au poste bas, avec 15 secondes à jouer, même à 40 ans, c'est gros danger. On parle quand même de l'inventeur du skyhook. Ce petit tir à une main au-dessus du pivot adverse, eh bien Kareem l'a fait des millions de fois et c'est clairement indéfendable. Kareem est à la fois beaucoup trop grand et beaucoup trop rapide. Il faut résister à son travail des épaules, ne pas mordre dans ses feintes et être capable de s'élever assez haut pour contester un peu le tir. Et encore une fois, Kareem Abdul-Jabbar tente son skyhook. Feinte au-dessus de son épaule droite, puis une rotation vers la gauche qui finit évidemment par ce tir au-dessus de son épaule gauche, ligne de fond. Bill Laimbeer a plutôt bien suivi et lève les mains pour au moins contester ce tir de toute façon quasiment imbloquable. Et Bill Laimbeer a plutôt bien fait le job puisque le tir de Kareem est raté. Mais tout ça, ça n'a aucune importance puisqu'au moment même où le ballon quitte les mains du pivot des Lakers, les arbitres n'ont pas réfléchi et ont sifflé une faute sur Bill Laimbeer, une faute qui n'existait pas, tout simplement une faute fantôme. Kareem. The old man goes up and misses the shot but goes to the line with 14 seconds to go and a chance to give the Lakers the lead. Bill Laimbeer has fouled out of the game. That's number 6. La rediffusion vidéo est claire. Il n'y a pas de contact entre Bill Laimbeer et Kareem Abdul-Jabbar. Mais c'est Los Angeles, c'est Kareem l'icône d'un côté et Bill Laimbeer le méchant de l'autre. Alors les arbitres n'ont peut-être pas hésité longtemps, c'est même clair. 2 lancers pour Kareem qui tourne à plus de 72% en carrière dans l'exercice, donc pas de suspense. Évidemment, lui ne craque pas sous la pression et remet les Lakers devant 103-102. Et la dernière possession gâchée par les Pistons ne réparera pas l'injustice. Je dis injustice parce que même si les Lakers vont longtemps le nier, ils vont finir par assumer que c'était une faute fantôme, et notamment Pat Riley qui reviendra sur cette erreur en 2014 en faisant le parallèle entre ces Lakers de 1988 et son équipe du Heat qui venait de perdre en finale NBA contre les Spurs. En 1988, quand nous avons battu Détroit et quand Kareem a eu cette faute fantôme sur son skyhook, il devait mettre ses 2 lancers francs. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas effondré sur les lancers francs. Il devait les faire, il les a fait. Et cela nous a mené à un 7e match et à une victoire. Bon, l'année suivante, Détroit est revenu et nous a balayé. Et voilà comment une série, comment un titre et un potentiel sweep it basculent. Bill Laimbeer ne fera pas d'histoire après le match, disant que les coups de sifflet font partie du jeu et que ce n'était pas à lui d'en juger. Par contre, la blessure restera ouverte longtemps pour d'autres, et notamment Isaiah Thomas. Chaque fois que les finales arrivent, j'y pense. Chaque année, nous aurions dû être la première équipe à faire le sweep it. Chaque fois que les finales NBA arrivent, je pense au match 6 que nous aurions dû gagner. J'ai eu un match signature, mais nous avons quand même perdu. Pour Bill Davidson, le propriétaire des Pistons, c'est encore pire. En fait, à quelques secondes de la fin du match, la NBA le fait descendre dans les vestiaires pour recevoir le titre de champion, persuadé que les Pistons vont gagner le titre. Évidemment, Davidson n'a rien oublié de ce moment. Nous avons gagné ce match. Je me rappelle, je suis assis là dans les vestiaires avec David Stern en attendant d'accepter le trophée et Hugh Evans, je n'oublierai jamais cet arbitre, a sifflé la faute sur Bill Laimbeer.
Ça n'aurait jamais dû être sifflé. Nous aurions dû gagner quand le tir a été raté. Nous aurions dû gagner à Los Angeles. Nous aurions dû gagner 4 fois de suite. Mais c'est comme ça. Cette faute fantôme signifie aussi que les finales NBA sont pas finies et que les Pistons vont devoir faire avec la cheville tordue d'Isaiah Thomas. Et ce moment entre le match 6 et le match 7 sera fondateur dans la création des Bad Boys. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se connectent les Pistons et les Raiders dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après le match, le staff des Pistons demande de la glace pour soulager la cheville d'Isaiah Thomas et les Lakers refusent. Quand le front office demande à utiliser les installations du Staples Center pour s'occuper de Thomas, c'est également refusé. Isaiah Thomas appelle même son ami Magic Johnson pour voir en direct avec lui, mais bizarrement, il tombe à chaque fois sur messagerie. En gros, les Lakers ont choisi de ne faire aucun cadeau, quitte à mettre en danger la santé d'un autre joueur. Certains membres des Lakers se justifieront des années plus tard en disant qu'ils avaient eux aussi été victimes de ce genre de comportement au contact des Celtics et qu'ils ne feraient plus jamais aucun cadeau. Isaiah Thomas n'a donc nulle part où aller à Los Angeles pour se soigner et pourtant le match 7 arrive vite. La solution, elle va venir d'Al Davis, le propriétaire des Raiders, qui invite Isaiah Thomas à se faire soigner au camp d'entraînement des Raiders à El Segundo. Et c'est à ce moment-là qu'Isaiah Thomas et le reste des Pistons font la connaissance de Davis, du staff des Raiders, mais aussi comprennent l'ambiance qui régnait chez eux, cette attitude de mauvais garçon assumée, notamment avec leur conflit permanent avec la presse. Et les Pistons se rapprochent de suite de cette équipe. Lors d'une conférence de presse organisée avant le match 7, Isaiah Thomas portera par exemple un t-shirt noir des Raiders avec le slogan « Les vrais hommes portent du noir ». Et ce ne sera qu'un début, puisque lors de l'intersaison 88, quelques semaines plus tard, les Raiders enverront à toute l'équipe des vêtements gris et noirs aux couleurs de leur franchise. C'est ce qui nous mènera ensuite au logo des 3 Bad Boys et à la transformation de cette équipe en méchant de la NBA, comme les Raiders pouvaient l'être en NFL. Et dans cette conférence de presse, justement, c'est l'état de la cheville d'Isaiah Thomas qui est évidemment le sujet principal. Tout le monde veut savoir s'il pourra jouer au Game 7. Si je peux ne serait-ce que marcher, je vais essayer de jouer, mais je ne promets rien. Chuck Daly aura les mots qu'il faut pour que tout le monde comprenne la gravité de la blessure d'Isaiah Thomas. Si on était en saison régulière, je pense qu'il prendrait une semaine ou 10 jours d'infirmerie. 99% des joueurs ne pourraient pas jouer. Isaiah Thomas n'est pas 99% des joueurs et il est bien là pour le match 7, même s'il boite encore à l'échauffement. Mais vous le savez, il n'y aura pas de miracle. Isaiah Thomas marque 10 points en première mi-temps, mais c'est tout pour lui. C'est trop dur, ça fait trop mal, et il ne tiendra que 28 minutes sur le parquet. Les Pistons se font détruire au troisième quart-temps, mais à quasiment moins 15 dans le dernier quart, ils reviennent quand même petit à petit, évidemment en défendant de plus en plus dur. Détroit revient finalement à une possession à la toute fin du match, mais il manque quand même d'un Isaiah Thomas sur 2 jambes pour faire la différence. Et comme de l'autre côté, Magic est dans un bon jour, Byron Scott est en feu, mais surtout James Worthy réussit le seul triple-double de sa carrière, eh bien les Lakers gagnent ce match 108-105, de très peu donc, et remportent un titre qu'ils auraient dû perdre au match précédent. Malgré sa cheville et son petit temps de jeu, Isaiah Thomas marque 10 points, fait 7 passes décisives et 4 interceptions, mais c'est là où on se dit qu'à 100%, eh bien les Pistons auraient sûrement pu remporter ce match 7. Mais aussi on peut se dire qu'ils n'avaient même pas besoin normalement de ce dernier match, puisque jamais les arbitres n'auraient dû siffler faute à Laimbeer au match 6. Karim avait raté son skyhook et les Pistons auraient dû gagner 102-101 et être champions 4-2. Et les Bad Boys auraient remporté ce qui aurait été le premier de leurs 3 titres consécutifs qu'ils auraient pu gagner en 88, en 89 et en 90. Voilà, alors pour finir sur une bonne note, sachez quand même que le peuple de Détroit sait reconnaître ses héros et que quand les Pistons rentreront à Détroit, il y aura un rassemblement de 30 000 fans au Hart Plaza où le maire de Détroit, Coleman Young, remettra les clés de la ville à Isaiah Thomas pour son exploit qui aurait malheureusement été trop vain. Voilà, on arrive donc à la fin de ce 2e épisode de la saison. C'était pas un moment facile pour nous les fans des Pistons, donc si vous êtes encore là, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Pour ceux qui ont découvert le podcast il n'y a pas longtemps, vous sachez que vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer,
Amazon Music, etc. La bonne action à faire si vous avez aimé cette chronique, bien sûr, c'est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir les chroniques au plus grand nombre. Et si c'est déjà fait, parlez-en simplement autour de vous. Il faut que les gens sachent que les Pistons auraient dû gagner en 88. En tout cas, en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod. Comme d'habitude, merci énormément pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.